Merci déjà d'être là. Et ce soir, donc, c'est une rencontre-conférence euh, sur le thème de la puissance du moment présent. Euh, je vais commencer par une petite méditation et puis ensuite nous commencerons le moment de partage ensemble. J'ai pour habitude de la guider pour aider à y entrer plus rapidement. Je vais vous inviter donc tranquillement à fermer les yeux pour vous retrouver avec vous-même. Vous allez prendre le temps de sentir vos points d'appui de votre dos contre le dossier, vos fesses sur la chaise ou le fauteuil, de vos pieds au sol, de vos mains sur les dossiers ou sur vos genoux. Être conscient de tous les points de contact. Prendre le temps de sentir les vêtements qui vous enveloppent. Les bruits qu'il y a autour de nous, les grincements, peut-être le bruit du foyer. Dans une méditation, tout est inclus. Tout fait partie de la méditation. Nous allons nous permettre de sentir notre respiration. L'inspire, l'expire. Et nous accueillons les mouvements, les bruits. Tout est inclus. Peut-être que vous vous sentez tranquille, qu'il y a une tranquillité. Peut-être que vous avez des pensées ou pas, mais en parallèle, il y a une tranquillité. Je vous invite à devenir conscient de cette tranquillité, de ce calme, de laisser glisser votre attention dans ce calme et de permettre que ce calme prenne place. Visitez ce calme, même s'il y a des pensées, des bruits, des émotions, simplement laissez faire tout ça et permettez-vous de découvrir ce calme.
Ressentez comme ce calme est en vous, tout autour de vous. Ressentez comme vous êtes ce calme. Et que dans ce calme, il n'y a besoin de rien. Tous les bruits du quotidien font partie de ce calme. Accepter ces bruits du quotidien, c'est rester dans le calme. C'est oser être plus attentif au calme qu'aux bruits extérieurs. C'est oser donner le pouvoir à notre calme et non aux agitations extérieures. C'est dans ce calme que nous sommes présents, ici, maintenant, sur notre chaise ou notre fauteuil. J'arrête la méditation guidée, mais vous pouvez continuer à profiter de ce calme. Et quand vous aurez envie d'ouvrir les yeux, vous pouvez ouvrir les yeux, arrêter la méditation et rester dans ce calme.
L'invitation à retourner dans le calme, c'est une invitation en fait quasi quotidienne, dans le sens où une des astuces pour vivre le présent, c'est déjà de se calmer. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire en fait. Être tranquille. Par exemple, ça fait une semaine que je suis malade. Être tranquille. C'est la maladie, c'est ça qui se joue. Ma fille va être chez la voisine, elle est là. Ok, tranquille, elle vient s'asseoir sur mes genoux. Ça m'a fait penser à ces gens qui ont des chats là. Moi, c'est ma fille là maintenant sur les genoux. Et être tranquille. Et quand on est dans cette tranquillité, je dis bien cette tranquillité, au chaud par exemple, pour ceux qui connaissent, disait entre le vrai silence et l'idée qu'on se fait du silence, il y a tellement peu d'écart que déjà d'essayer d'être tranquille nous amène à la vraie tranquillité. Car la véritable tranquillité, c'est pas nous qui la trouvons, c'est elle qui nous saisit. Et donc, en s'accordant d'être tranquille quelques minutes, pas besoin de faire 20 heures de méditation, quelques minutes une fois par jour, on s'appelle et on appelle la tranquillité chez nous. Être conscient que d'être tranquille va nous permettre d'être envahi par ce calme, et bien ce calme va nous posséder. Et c'est une des clés importantes pour trouver la paix. La paix que l'on convoite, le bonheur. Être présent. Ne pas se dire, oh, si j'avais su, j'aurais pris le temps d'être plus là. Et de pouvoir être là. Donc, c'est pour ça que je commence toujours par une petite méditation, parce que pas toujours, mais que j'aime bien commencer par une petite méditation, parce qu'elle ramène à cette tranquillité. Et cette tranquillité, à mes yeux, c'est le pouvoir suprême, dans le sens où quand on est tranquille, on est présent. Et quand on est présent, il y a tout. Parce qu'il n'y a pas d'autre temps que maintenant. Le reste, c'est de la mémoire, ou c'est de la projection. Et tous les pouvoirs de l'univers sont ici, maintenant, nulle part ailleurs. Ils ne seront pas plus demain, ils n'étaient pas moins hier. Toute la vie se joue maintenant. À nous d'être là. Et quand on est tranquille, on est là. Ça peut être frustrant pour le mental qui dit avec juste ça, ça va pas résoudre tous mes problèmes. Mais pour autant, l'émotion quand on est calme est une émotion de sérénité. L'émotion de sérénité, c'est une émotion qui est liée à la confiance, à la sécurité. Donc, il y a quelque chose en nous, notre cœur, lui, se sent dans la sérénité et la confiance, la sécurité, peut-être même la sensation que tout est ok, tout est bon, tout est juste. Sans qu'on n'en ait aucune preuve, notre cœur est en train de nous dire « ça y est, tout est parfait ». Mais notre tête, elle comprend jamais ça. Simplement de visiter ce calme régulièrement permet à notre tête de découvrir en fait après. Parce que notre tête, c'est un bon administrateur, c'est-à-dire elle enregistre ce qui se passe, elle le mémorise et elle le place. À partir du moment où c'est mémorisé très souvent que quand on est calme, ça va bien. Quand on se permet que ce calme, c'est plus qu'être tranquille, c'est permettre que la vie fait en nous tout. On commence à avoir des mini-preuves, on pourrait dire, qui fait que notre mental les mémorise et le met dans sa checklist de « Ah, c'est possible.
Ah, c'est possible numéro un. Au début, comme il y a un ou deux c'est possible, face à tous les autres dossiers qui disent le contraire, on l'oublie. Mais en revenant régulièrement dans le calme, quelques minutes de temps en temps, eh bien, et en faisant confiance que tout est là et que la vie est là, eh bien, notre mental peut ressortir la checklist. Ah, c'est possible deuxième fois. Ah, c'est possible troisième fois. Ah, c'est possible. Et à un certain nombre de possibles, il y a une bascule qui se fait. Une confiance intérieure qui se déclenche. C'est comme si on avait atteint la masse critique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la masse critique au niveau du monde. On dit il y aura un changement planétaire et quand il y aura la masse critique. Mais il y a un changement planétaire interne régulièrement, tous les jours, à tout instant, à chaque fois qu'il y a une masse critique qui est atteinte. Et la masse critique de ce que l'on veut, à chaque fois qu'elle est atteinte, une fois qu'elle est atteinte, c'est plus facile. Au début, eh bien, on se discipline un petit peu, et puis à un moment donné, on oublie ce qu'on a bien pu faire, on ne sait même pas comment on en est arrivé là, on est bien mieux. On est bien. Et quand ça va mal, on est tranquille. C'est le socle. Je dirais que c'est le degré le minimum du bonheur, c'est au moins la paix, le bonheur, au moins la tranquillité. Et puis après, il y a la joie, l'euphorie, l'enthousiasme, l'orgasme. Mais le seuil de base, c'est au moins la tranquillité. Et on ne peut pas viser l'orgasme 24 heures sur 24, ça serait épuisant pour notre corps, pour nos émotions, mais on peut au moins viser la tranquillité, le socle de base, qui permet tout, qui nous permet d'être présents ici et maintenant. Vous avez des questions, des partages, ou n'importe quoi qui monte à votre esprit, n'hésitez pas. Même ça n'a rien à voir, ou c'est personnel. Valentine? Moi, je crois que ça apporte quelque chose parce que je suis trop vif. Et je me dis, en t'écoutant, je vais tourner 7 fois ma langue dans la bouche avant de parler. Alors, je vais essayer de me calmer et après de parler. J'ai un problème de speaker. Je parle trop vite. Donc, je me dis peut-être que si je me calme, je vais peut-être pas limiter tout de suite ce que j'ai dans mes pensées, réfléchir et après parler. Ce qui me vient à l'esprit. Dans notre façon d'être construit, on pense que donc on est une personne et qu'on a des choses à faire et on a des comptes à rendre et puis si ça ne va pas, il faut réparer ou il faut quelque chose. Il faut beaucoup de choses. Du soir au matin, il y a plein de il faut. En fait, on croit qu'on est quelqu'un d'isolé, séparé, au contrôle de sa vie et qui a besoin, pour réussir sa vie, de remplir un certain nombre de il faut. Mais quand on est dans ce cas, il y a une chose à se rappeler, c'est que toute la vie est là et nous sommes un être vivant inclus dans cette vie. C'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans la vie, nous sommes la vie. Nous ne nous reconnectons pas à quoi que ce soit, nous sommes déjà tout. Et que s'il y a quelque chose, une envie pressante d'aller dire je ne sais quoi à je ne sais qui, ben déjà de ressentir en nous ce que c'est et ce que ça fait. Et d'être tranquille avec ça avant d'en faire quoi que ce soit. Et c'est ça, être tranquille. Oui, je comprends. Et peut-être des fois ça suffit, rien que de l'avoir regardé tranquillement, pour que ça s'estompe et qu'on n'ait rien besoin de dire.
et puis qu'on soit surpris que les choses se mettent en place, ou aient été entendues. Et parfois, ça ne suffit pas et on va dire, mais la tranquillité qu'on a posée va faire que ça ne sera pas dit de la même manière. Ça ne sera pas dit avec cette tension il faut. Il faut, je dois, et moi, je vais influer quelque chose dans le monde. La vie se joue avec nous. La vie, c'est nous qui jouons. Mais c'est comme si on était rentré sur scène avec un masque, des costumes, que le rideau s'ouvre, et quand le rideau ferme, on n'arrive plus à décrocher du fait qu'on n'était qu'un comédien sur scène. On continue à jouer son personnage et on ne s'arrête plus. Et on a beau faire s'apercevoir qu'il n'y a plus de public, que le rideau est fermé, on continue son personnage alors qu'il n'y a plus lieu d'être. Ce ne sont que des jeux on est monté sur scène, on joue. Et on peut jouer au rythme que l'on veut. Il faut apprendre à se maîtriser quelque part. Se laisser être maîtrisé par la vie. Oui. C'est-à-dire juste prendre un temps de je respire. J'ai vraiment envie de dire ce que je veux dire. Juste ça. Et on va voir. Et peut-être que ça va se passer autrement. Et puis peut-être qu'on va quand même dire, et peut-être qu'on va quand même mal dire, et peut-être que ça va mal se passer, et peut-être que c'est ce qui se joue. D'accord. Alors jouons ça avec le plus de tranquillité possible. D'accord. C'est mon idée. Oui. Peut-être 12 ans maintenant que je médite avec nous, enfin, le groupe qui s'est constitué. Et au début, quand je méditais, c'était une lutte acharnée entre moi et moi. Mais, voilà. Et puis petit à petit, les choses se sont apaisées. Et maintenant, quand je m'assois, ça s'appelle tout seul. Et ça, c'est vraiment formidable. Lucien a témoigné d'une chose que je répète souvent, c'est que quand on veut lutter contre soi, comme on est deux adversaires de force égale et qu'on se connaît parce que c'est nous-mêmes contre nous-mêmes, on a la même force, on a la même stratégie, on sait exactement comment on va fonctionner. Et donc le combat est incessant, il n'y a pas de fin, puisque ce sont deux adversaires identiques qui rentrent en lutte. Mais mieux encore, c'est que ces deux personnes que l'on croit être n'existent pas. Ce sont des histoires qu'on se raconte. C'est simplement des croyances que l'on a sur nous-mêmes, que l'on entrechoque. Je dois faire ceci pour être bien, je dois faire ça, je dois méditer, donc je dois avoir le dos droit, je dois respirer profondément, je dois faire le vide, comme si que le vide se fabriquait. Je n'ai jamais vu un vide fabriqué. Si quelqu'un connaît un vide fabriqué, moi je veux bien qu'il me témoigne d'un vide fabriqué. On ne peut pas faire le vide. Ça c'est une version très... la méditation telle qu'on parle là comme ça, c'est la méditation orientale ramenée en Occident. Alors quelqu'un me dit, il essaye de s'expliquer, il dit il faut faire le vide. Alors nous on est là et on se dit il faut faire le vide, mais moi j'y arrive pas, ça parle tout le temps. Mais en fait c'est pas nous qui parlons, ça parle. Ça parle tout le temps et on n'arrêtera pas le fleuve. Personne n'arrêtera le fleuve parce que c'est pas nous, c'est le fleuve. C'est l'énergie psychique qui nous traverse. Donc soyons tranquilles avec ça. Il n'y a aucun moment, j'ai envie, il y a une petite rivière à côté. Bon, on ne l'entend pas, c'est très isolé, mais si on l'entendait, je ne me dis pas, il faudrait arrêter le fleuve pour que je sois bien, il faudrait que ma fille s'arrête de partir dans tous les sens pour que je sois bien. Non, on est déjà bien. On est déjà bien avec elle, qui est comme ça, qui veut une chaise maintenant, c'est ça. Voilà, bon.
C'est exactement ça. J'aime bien prendre du coup l'exemple de l'Inde. La seule expérience que j'ai de l'Inde, du coup je regarde putain, c'est que moi je vais en Inde et forcément que on nous rabâche tellement que l'Inde c'est le pays de la spiritualité. Je débarque là-bas et le niveau sonore de l'Inde pour un occidental, quand on va à Bénarès, par exemple, je suis resté 6 jours à Bénarès, ou quand on était où dans les grandes villes et tout ça, et même les moyennes villes, en fait, j'ai pas vu des petits villages, ils doivent être calmes, mais c'est moi je dis, avant sa propulsion du klaxon. C'est le moteur, c'est un moteur à klaxon. Et comme en fait il y a une rotation de tout le monde qui travaille 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais, nuit et jour. Et donc en fait, l'idée qu'il faut du silence pour pouvoir méditer ou quoi, même quand on va dans un ashram, à part les très reculés, mais j'ai pas été dans les très reculés. Et encore, on est allé au lieu de naissance du Bouddha, c'est très reculé, mais il y a toujours des gens partout qui passent et tout. Il y a toujours du bruit, il y a toujours du vacarme en fait. Le calme, c'est que nous qui nous le... Mais médite en brut de toute manière. Oui, c'est ça. Parce que dans les temples... Et les temples, c'est... Voilà, il y a d'un côté, il va y avoir un sadhu qui est là, en parfaite méditation. Il y en a 2 jeunes, ils rentrent de l'école, ils étudient dans le temple. Il y en a d'autres, ils sont en train de pique-niquer. Il y en a, c'est ce qu'on a nous pu voir à ce moment-là. Et il y avait des punjabs, des musiques, et puis il y avait on va dire l'équivalent d'un prêtre qui faisait des bénédictions, et il y avait toute cette vie simultanément, tout le monde, sans parler que par exemple si on était dans un temple qui respectait par exemple les singes, alors il y a des singes partout. Si c'est un temple qui respecte les rats, il y a des rats partout. Si c'est un temple qui respecte je ne sais plus quel animal, mais il y a des animaux partout. Donc en fait, la vie ne s'arrête jamais. Mais en vérité, c'est ça. C'est que la vie ne s'arrête jamais. Mais en Occident, on nous a tellement appris à être aseptisés. Les routes sont propres, bien goudronnées. Si d'ailleurs il y a un œuf de poule sur la route, on se fait « Ah, quand même, ils auraient pu faire leur travail !» Ils se scandalisent de ça, alors que c'est un service rendu, c'est déjà génial, en fait, qu'il y ait déjà du goudron, en fait, pour nos petites voitures. Et donc, la vie ne s'arrête jamais, le bruit ne s'arrête jamais, et dans notre tête, ça n'a aucune raison de s'arrêter non plus, en fait. C'est nous, qu'est-ce que nous choisissons, où nous choisissons de porter notre attention, dans notre agitation, dans notre calme, parce que tout vit simultanément. Qu'est-ce que nous préférons? Continuer quand on est en colère, de dire voilà, je suis en colère à cause d'eux, et que c'est pour ça que je ne peux pas être calme, c'est pour ça que je ne réussis pas bien ce que j'avais envie de réussir? Ou est-ce que c'est ok que j'ai de la colère? C'est le fleuve qui se déchaîne, comme il y a eu il y a quelques... C'était en décembre, les intempéries ici, où l'eau est sortie partout. On n'allait pas engueuler les fleuves d'eau. Et les fleuves d'eau, calmez-vous, vous empêchez ma voiture de sortir de mon garage. Non, on ne peut que constater. Mais à l'intérieur de nous, quand les barrages qu'on se met éclatent et qu'il y a la colère, les émotions, c'est pareil, constatons. C'est ça qui nous ramène à notre force première. Et c'est le témoignage que je fais. C'est bien, on est dans un temple, hein, on est musicalement. C'est génial. C'est génial. Ça nous remet en haleine. Elle nous fait le... C'est bien. C'est bien.
En yoga, il y a méditation. Yoga Nishbandha, que tu peux imaginer que tu es assis à côté de la rivière. Et ce que tu fais, tu écoutes tout qui passe, ça passe, tous les sons, tout le bruit. Et c'est juste ça que tu fais. Tu écoutes sans engager avec, sans être attaché ou pris par un son, tu juste écoutes tout. Et en fait, c'est ça l'observateur. Ça donne le sens, mais ça, avec ça, tu entres dans l'état d'observation qui n'est pas personnel, juste l'impersonnel qui observe, qui regarde, et tout qui passe. Et il n'y a pas de... Tu restes à l'aise à côté de la rivière. Voilà. Et c'est une méditation totale. Et c'est ça que vous parlez de la vie. Et j'approfondirais que quand on s'imagine un fleuve qui passe et qu'on l'écoute, ou qu'on s'assit devant un fleuve et qu'on l'écoute, surtout un fleuve avec un courant fort, alors si on se dit je vais aller m'asseoir devant un fleuve et écouter, on va rentrer en méditation et peut-être même le bruit va nous accompagner. Mais je ne sais pas si vous avez déjà dormi dans des étapes hôtels ou des choses comme ça, juste à côté de l'autoroute. Eh bien, moi j'ai remarqué pour avoir dormi et médité dans les étapes hôtels, qu'en fait le bruit de l'autoroute, c'est le même, c'est très similaire au bruit du fleuve. Si ce n'est que la différence, c'est qu'au début, on dit, oh, c'est le bruit de l'autoroute. Et que tant qu'on a classé ce bruit comme bruit de l'autoroute, eh bien c'est un bruit très désagréable. Et qu'une fois de plus, c'est l'idée qu'on se fait des choses qui est désagréable et non la chose en elle-même. C'est-à-dire que c'est de la même que, je me souviens une fois, un marteau-piqueur qui fonctionnait à côté de chez moi au moment où je voulais être tranquille. Au début, j'ai râlé, je me suis débattu intérieurement. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, écoute. Et j'ai trouvé, c'était semblable à un mantra, ça se répétait. Quand on écoute les choses tibétaines, c'est finalement, entre un bon CD tibétain et le marteau-piqueur, c'est une histoire de jugement, j'ai remarqué. Et de pensée. C'est la pensée qu'on se fait sur la chose qui rend la qualité à la chose. Et ça, c'est essentiel en fait. C'est en ce sens que je dis la puissance du moment présent, parce que quand on essaye régulièrement, quand on se dit je m'assois et je reste calme, il va y avoir du bruit, on l'écoute. Il n'y a pas de bruit, on l'écoute. Il y a des pensées, on l'écoute. Il n'y a pas de pensée, on l'écoute. Il y a des émotions, on les écoute. Il n'y a pas d'émotions, on les écoute. Et petit à petit, avec le temps, on ne juge plus. Et la qualité arrive. Et il y a une autre étape, c'est pour ça que je fais plus rencontre, conférence que méditation, c'est qu'au bout d'un moment, quand on médite, on arrive à faire ça que en méditation. Parce qu'on s'est créé un nouveau concept intérieur, c'est je ne suis bien qu'en méditation, ou je suis en mesure d'écouter qu'en méditation. Pourquoi ce qu'on réussirait en méditation, on ne le ferait pas au quotidien en fait? La frontière, une fois de plus, c'est la même entre le bruit du fleuve en torrent et de l'autoroute. C'est l'idée qu'on se fait. C'est l'idée qu'on se fait. Pourquoi quand on est en train de courir et qu'on s'affaire dans nos activités, on ne pourrait pas avoir un état tranquille qui écoute ça? C'est juste l'effet de chaîne dans lequel ça nous quand on fait quelque chose. Parce qu'on est pressé par le temps et ça nous met dans un état émotionnel de
comme une fois émotionnelle, je ne sais pas trop, mais enfin c'est ce que je vis, en tout cas quand je fais les choses trop vite, j'ai l'impression de peut-être ne pas faire les choses bien, à fond, ou de ne pas avoir assez de temps pour moi. Et là je juge les choses. Et voilà, c'est plus ça, plutôt qu'une émotion, c'est plus un jugement. Et en les jugeant, eh ben, je ne suis pas dans l'état calme, et peut-être que je pourrais trouver dans ma vie. Mais la vie, elle n'est pas tout le temps calme. Non, ben non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la même idée, c'est qu'au bout d'un moment, on se qualifie d'être dans le bien-être si on a le temps de faire tout ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Et à un moment donné, la vie on se lève le matin, il n'y a pas du tout le temps de faire quoi que ce soit de ce qu'on avait prévu de faire. Ça s'enchaîne jusqu'au coucher. Et du coup, comme on n'est pas en accord avec ce qu'on s'est dit, il se crée un conflit intérieur. Il se crée un conflit parce qu'on dit, ben voilà, j'ai pas eu mon temps pour moi. Mais à quel moment on n'a pas été avec lui, en fait? À quel moment c'était pas un moment pour nous, puisque nous sommes toujours au cœur de nous-mêmes. Nous sommes toujours là. Nous sommes, toute action que l'on fait vient de nous et va vers nous. À aucun moment, il y a des moments, j'ai une petite fille de 2 ans et quelques, et bien, il y a des moments où j'aimerais m'asseoir et méditer assis dans l'écran de ligne de l'art et ben elle arrive, papa, bon c'est ok, c'est ok comme ça, on va et puis après il y a ça à faire, il y a ci et puis il y a cela et au moment où il y a 1 semaine et quelques, avec Cécile on a fait le pont, bon là j'ai plein de choses à faire et tout, je suis resté collé au lit toute la semaine. Bon. Et c'est l'inverse, c'est le moment où j'aurais voulu être super speed, super efficace, et ça s'est fait l'inverse. Et là, c'était ok, je me suis donné une idée, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, je prends ce que la vie m'offre. Et c'est ça la tranquillité. J'ai couru toute la journée, j'ai pas mangé ce que je mange habituellement, j'ai été sollicité 15 000 fois et j'aurais voulu au moins 10 fois m'asseoir et respirer 2 minutes. J'ai pas pu. C'est ce que la vie m'a offert à cet instant. Ça n'empêche pas que je suis complet, entier et parfait de cette manière-là aussi. Et que toutes mes ressources sont au maximum de leur potentiel si je n'interfère pas avec l'idée que ça va pas. Si j'interfère avec cette idée que ça va pas, c'est la même idée que l'autoroute et le fleuve. Alors ça va plus du tout. C'est la catastrophe, je tombe malade. Parce que ça ne va pas. Alors il faut que je le montre. Après, il y a des mécanismes. Moi, je prends toujours un temps le matin pour méditer. Et justement, au moment où j'ai envie de méditer, il faut que tu fasses de la tisane chaude, ce serait mieux quand même. T'as qu'à plier le linge avant de méditer, ce serait mieux que ce soit mangé avant de méditer. Enfin, j'ai toujours plein de trucs comme ça qui viennent pour m'empêcher de faire ce que j'ai envie à ce moment-là. C'est juste une habitude où je dois. Alors, des fois, je vais faire ce que ma tête me dit, et du coup, je vois que du coup, je médite après alors qu'on va faire, quoi. Et souvent, je me laisse prendre au piège de faire des choses et après de méditer, mais bon, voilà, c'est comme ça. Si je juge ça, je vois que je le fais encore plus et d'autres jours, et si je le fais juste, ok, je fais. Comme ce matin, j'ai passé la toile avant de faire la méditation parce que ma chatte avait pissé dans toute la maison, bref. Donc, j'ai fait ça tranquillement en 5 minutes et après, je suis allée méditer. Et c'était cool. Finalement, parce que c'était, voilà, je ne me suis pas posé la question, je l'ai fait. Alors que je peux aussi des fois le faire en râlant et voilà, finalement, avant de méditer, je m'empêche de faire quelque chose, voilà. Mais en tout cas, le fait que le matin, je me pose ce temps juste pour être là, et bien je vois que les pensées arrivent, il faut faire, quoi. Voilà, c'est un constat. Tu as donné la réponse, c'est-à-dire que c'est la vie qui propose. C'est la vie qui... Nous sommes d'abord la vie et si on lâche le contrôle, nos envies elles sont lancées, elles sont entendues et elles arriveront. Tant pis si on a bu la tisane avant, après, fait le linge avant, après,
même tant pis s'il y a 24 heures de décalage dans ce qu'on avait prévu, 48 heures ou une semaine ou 5 minutes. C'est la vie. C'est la vie qui propose. Alors on a des envies, mais quand ça interfère, quand ça n'a rien, lâchons le contrôle. Et là c'est ok finalement, on passe la serpillière et puis finalement on a 5 minutes pour. Et même ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que si on écoute vraiment ce qu'on a envie sur le moment, et qu'il semble qu'on n'a pas le temps, les choses se réorchestrent de manière que finalement, dans la somme de tout, on a eu le temps de tout. Ou les choses se sont organisées pour que ce qu'on n'avait pas le temps s'organise de façon externe. Pendant la semaine où j'ai été malade, tout ce qu'il y avait à faire, c'est fait. J'étais réveillé à temps pour des moments où je pouvais faire, et puis il y a des personnes qui m'ont suggéré des coups de main à des moments opportuns. Ça s'est organisé en restant, en n'oubliant pas que nous sommes la vie en fait, et que la vie a choisi un autre chemin que ce que j'avais décidé sur le coup, mais je ne perds pas mon envie, je lâche pas mon envie. Au contraire, je m'autorise à avoir envie. Et j'ose aller vers mon envie. Oui, je vais dire quelque chose à la différence de Magali. Moi, ça m'arrive, je fais la raconta. Et voilà, de fil en aiguille, je voulais me mettre à méditer. Et puis un truc. Puis le soir arrive, je n'ai pas posé pour méditer. Et j'arrive le soir, je suis rincée, et là, je me couche, et la méditation est passée à l'as. C'est ce que je disais. Parfois, il va y avoir un décalage de 20 heures ou 48 heures. D'accord. Parfois de 5 minutes. Moi, avec la naissance de ma fille, je crois que maintenant ça va mieux, mais sinon au début, il y a eu un décalage d'1 an, à peu près avec mes envies de pouvoir me poser 30 minutes, parce que c'était juste pas possible, en fait. Parce qu'elle dormait jamais, parce qu'on était tous les deux à notre compte et qu'on s'occupait tous les deux de notre fille et qu'il y avait plein de contingences. Que je basculais d'un mode de vie où je me lève, je fais mon petit truc, je médite pendant 30 minutes, je vais travailler, je ne suis pas réveillé par moi-même, mais déjà 4 heures plus tôt par ma petite qui, quand je me rendors, se réveille, qui fait que j'ai les yeux comme ça, que de toute façon méditer c'est déjà passé à l'as. Et pour autant, la qualité de quiétude que j'ai acquis grâce à ma fille, parce que j'avais plus le temps de me raconter des histoires. J'ai besoin de... J'étais habitué, j'ai commencé à 15 ans, donc j'en ai 37. J'étais habitué, moi, minimum. Au début, après les études, j'ai cru qu'il était nécessaire d'avoir un travail constamment. Donc je ne me contentais que de 30 minutes. Mais un jour, j'ai dit le travail c'est trop parce que ça m'empêche de méditer comme j'aime. Donc je me débrouillais pour avoir des activités qui commencent l'après-midi et je méditais jusqu'à midi. Je méditais. Et si je loupais 4 jours de méditation, j'étais en manque, j'étais un drogué de la méditation. Mais merci ma fille qui m'a empêché de méditer pendant 1 an et demi pour me rendre compte que c'est n'importe quoi. Si tu m'étais créé un handicap, de la base d'un truc sympa, c'était devenu un handicap. Pas pouvoir rentrer en société, si on n'a pas fait minimum 3 heures de méditation, c'est dingo. Je veux dire, après si on aime et que c'est juste pour nous sur l'instant, c'est parfait. Mais si c'est le sine qua non de notre bonheur, c'est faux. Et il faut devenir ermite, mais c'est pareil. Si c'est le sine qua non de notre bonheur, je me souviens avoir lu un ouvrage d'ermite où il était ermite et il y avait des randonneurs qu'il allait trouver, et puis après il y avait des hordes de visiteurs qui venaient le voir. Il était tout aussi occupé, plus affairé que quand il n'était pas ermite. Donc il a lâché. Il a lâché parce que c'était pas la bonne raison.
si c'est être ermite parce que c'est la condition pour. Je n'ai pas compris ce que tu dis. La condition pour. La condition pour n'importe quoi, la condition pour être heureux, la condition pour être calme, la condition pour être bien, la condition pour 3 petits points. Si c'est la condition pour, il est sûr que ça se cassera la figure parce la vie est inconditionnelle. Ça devient un conditionnement extérieur en fait. Ça devient un conditionnement extérieur. Et du coup, c'est plus à l'intérieur de l'intérieur. Oui. Il y a des gens qui sont quasi éveillés sans jamais méditer. Et il y a des gens qui sont éveillés après des longues méditations. La méditation n'est pas la clé du bonheur. La méditation est un outil peu comme un autre en fait. Mais ça reste un outil. Pas plus, pas moins. Une fois qu'on a fini de sculpter notre truc, on ne va pas garder nos couteaux de sculpture là, au cas où. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Donc oui, des fois il peut se passer une journée, on n'a pas réussi, et en plus si on est chez des amis et le lendemain on se réveille et c'est pas encore, on aura tout le temps de méditer quand on rentre chez nous. Et de profiter de ce bonheur, de cet instant, de ce que se propose avec, là je suppose, je présuppose, mais du coup, des moments où il y a des amis, il y a les petits-enfants, eh bien c'est un autre rythme, et je vais être dans ce que la méditation propose, c'est-à-dire je vais observer ça, je vais vivre avec ça, je vais me régaler avec ça, je vais savourer avec ça. Ça me fait penser au moine qui vit à Saint-Jacques, là à côté. Je suis allée le voir il n'y a pas très longtemps. Et des fois, il reçoit des gens, mais en fait, tu rentres dans son processus à lui, c'est-à-dire que tu vas dans la chapelle méditer avec lui, si tu es invité, c'est un moine, enfin, un peu un ermite du coup. Et donc, il y a quelqu'un qui est avec moi qui dit alors, quand c'est qu'on peut revenir pratiquer avec toi, ou qui chante des chants chrétiens, lui, il est Pas seulement. pas seulement. En général, Enfin, moi, je suis allée 2 fois, il y avait des chants surtout chrétiens, mais voilà. Et il disait, et à la sortie, il disait si vous voulez revenir, pas avant Pâques, parce que moi j'ai mon objectif, atteindre l'éveil. Genre, enfin, pour résumer, c'était un peu ça qu'il disait. Et du coup, ça m'a fait quand même tilt par rapport à cette idée d'objectif qu'on se fixe. Enfin, parce que moi aussi, je vois bien que j'ai un objectif qui est complètement illusoire en fait. Mais voilà, cette question-là. Je crois que c'est vraiment ça. C'est que on se donne des objectifs alors que tout est là. Et que c'est bien un objectif si on le prend avec la même manière que si tout se désorganise et que si on ne peut pas aller à notre objectif, eh ben on prend l'autre objectif qui arrive. Moi, mon objectif, c'était de voyager et de transmettre des enseignements dans tout le monde. Je suis à Eus avec ma maison de 160 mètres carrés et un crédit. C'était pas du tout l'objectif de vie que j'avais. Mais c'est parfait ainsi. Et voilà. Et le chose cocasse, c'est que je rencontre des gens qui sont dans la dynamique que moi je m'étais donné de faire, je marche au feeling, comme ça, je suis invité dans le monde et je bouge. Mais ce que la vie m'invite à moi, c'est autre chose. Et c'est ça qui est parfait. C'est comme ça que c'est juste. Et c'est en acceptant vraiment, en étant dans une acceptation de ça, qu'il y a une détente. Et c'est cette détente la base du bonheur, la tranquillité. Oser dire, s'il n'y a rien à faire, la première chose c'est décevant. La deuxième chose c'est, s'il n'y a rien à faire, au moins je peux faire ce que je veux. Et on rentre dans la deuxième étape, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me met envie? Et puis si ça se désorganise, eh bien c'est peut-être parce que c'était pas vraiment ce que j'avais envie finalement. C'est-à-dire qu'on se lance sur quelque chose qui nous amène à autre chose, et parfois on n'atteint pas. Je connais des gens, ils disent mais moi de ma vie j'ai jamais rien fini.
peut-être, mais parce que le bout de chemin sur chacun des objectifs suffisait à lui-même. Et qu'il n'y avait pas d'autre, il n'y avait pas de raison de finir ce qu'ils avaient entamé en fait. Ça fait un jugement par rapport vers les autres quand on dit que on a fini jamais plus politique. La plupart de, on est constitué, notre mental, il est constitué de l'influence de ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu, et donc de l'autre. Et plus on va être, c'est pour ça que sur tout ce qu'on raconte, ça importe peu. Plus on va être calme et tranquille, plus ce calme et tranquillité va être plus intéressant que ce que dit l'autre. Et quand il commence à être plus intéressant que ce que dit l'autre, on peut commencer à faire des choix qui ne dépendent pas de l'autre, ou qui dépendent de l'autre en conscience, parce que je choisis que ça dépende, que ça se combine avec l'autre. Que, par exemple, je choisis de faire des choix en collaboration avec mon épouse, et pas parce qu'il faut. C'est différent. C'est très différent. Ça change toute la donne. En apparence, pas grand-chose. Mais dans le fond, beaucoup de tranquillité, beaucoup de permission. Tellement de permission que mon épouse, là, elle se permet, par exemple, de démissionner de son boulot, démissionner non, parce que ça a été à son compte, mais de tout arrêter alors qu'il n'y a aucun droit, parce que, dit, mais zut, je suis plus que la seule à me sentir stressée tout le temps, donc je sais que c'est parce que je m'oblige. Il faut que j'arrête. Et elle se permet. Et c'est parce qu'on se permet que l'autre va se permettre. Et c'est pas parce qu'on dit à l'autre de se permettre qu'il va se permettre. Moi, je témoigne sans avoir aucune intention que vous vous permettiez si vous ne vous êtes pas permis. Mais par contre, je sais que je me permets et qu'il y a quelque chose qui fait résonance. Je sais qu'il y en a d'autres personnes ici qui sont plus ou moins permissifs. Et chacun d'entre nous, eh bien, quand on est en train de parler de la permission, cette vibration de permettre, elle vient chatouiller chacun d'entre nous à chacun notre niveau en fait. Et moi, je dis que je me permets, mais je ne me permets pas dans l'absolu. Chaque jour, j'avance un peu plus dans ma permissivité. Et en partageant comme ça, eh bien, on saute et on ose un peu plus. Par exemple, je vais parler de mon boulot. Comme ça, comme Cécile m'a dit, n'oublie pas de communiquer sur ton travail. Ben, je vais faire les deux en même temps. Un exemple de communiquer sur mon travail. Quand j'ai commencé, je voulais être accompagnateur spirituel. Je me suis mis accompagnateur spirituel parce que depuis l'âge de 15 ans, je faisais que ça. Et je m'arrêtais de faire ça juste pour aller travailler. Et au fur et à mesure, m'arrêter de faire ça pour aller travailler, même si j'avais compris d'être présent dans le travail, etc. Ça commençait à me peser, j'étais appelé par autre chose. J'ai décidé, je me suis mis à être accompagnateur spirituel. On me disait quoi? Ben là où tu en es dans la spiritualité, je t'accompagne. Bon. Alors j'avais des gens qui venaient, mais pas grand monde des gens. Et puis moi j'avais décidé de faire que ça. Alors du coup je faisais pas si souvent que ça en fait. Et puis là c'est ma 6e année. Et donc j'ai tout changé pour ma 6e année, ça avait commencé en 2015, mais je me suis rendu compte qu'en fait, tous les gens ils venaient parce qu'ils bloquaient sur rien à voir avec le spirituel, que c'est toujours quelque chose de profondément concret. Et qu'en fait je me disais, mais c'est vrai qu'en fait on a beau avancer spirituellement, on bute tout le temps sur des choses profondément concrètes. Et que s'il n'y avait pas des choses profondément concrètes, on serait tous comme ma fille qui crie juste parce qu'elle a peut-être pas le jouet qu'elle voulait ou qu'elle voulait regarder un film. Et encore, c'est pas profondément concret, on lui empêche de voir un film ou d'être là, ou je sais pas trop ce qui s'y passe, mais je sais qu'en ce moment, pourquoi elle crie à peu près, qu'elle veut pas dormir, manger que des gâteaux et regarder des dessins animés.
Donc elle appelle des quelque chose. Et si on ne répond pas à ces trois choses, et bien elle crie. Ouais. Donc Célérata crie souvent parce qu'elle ne fait pas avoir tant de films que ça. Elle ne mange pas tant de gâteaux que ça. Et on ne lui permet pas de jamais dormir en fait. On voudrait qu'elle aille dormir de temps en temps quand même. C'est mieux. C'est bien aussi pour nous. Et donc, du coup, nous en grandissant, il y en a encore plus de choses où on est bloqué. Donc, avec l'expérience, j'ai vu que en avançant, l'endroit où les gens se prenaient les pieds et dégringolaient de leur bien-être, c'était au niveau de l'amour, des sentiments, des relations amoureuses. C'est vraiment l'endroit, autant le travail, autant les trucs, les gens arrivent quand même à un moment donné prendre du recul, retrouver une position. Mais quand on est en difficulté amoureuse, c'est les émotions, c'est l'émotion qui arrive, qui jaillit en premier. Donc, je me suis proposé d'être juste coach relation amoureuse. Pourquoi ? Parce que déjà dans l'année qui a suivi, j'ai fait quasiment que ça et j'ai eu des résultats de fou. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, je renvoie les personnes à le couple. Tout couple qu'on est n'est qu'un miroir de notre propre couple interne. Et il est juste une question d'avoir encore de nouveau un petit peu de tranquillité et de regarder à quel niveau on ne s'aime pas et qui rejaillit dans le couple, ou qui rejaillit quand il n'y a pas de couple, ou qui rejaillit qu'on répète des situations. Et que dans mes accompagnements, plutôt que de le dire là en 5 minutes et puis qu'on n'arrive pas à l'appliquer, eh bien je réinvite à cette position intérieure où on va accepter de s'aimer soi-même. Et quand on se met à s'aimer, oh ben c'est curieux. Si on a encore envie d'être en couple, le couple arrive. Le partenaire ou la partenaire arrive et il vient avec cette conscience qui est, ça va soit mettre à mal notre croyance que l'on ne s'aime pas, soit ça va la renforcer suivant où on en est et suivant comment on accueille notre couple. C'est-à-dire que moi dans mon couple, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, je perds jamais le regard que Cécile est mon miroir. Que quand ça va pas entre nous, c'est que ça va pas pour moi. C'est que je suis en conflit avec moi. Bien sûr que je vais faire comme d'habitude. D'abord on commence par accuser l'autre et puis après on fait oups. C'est le jeu qui se joue, le ping-pong. Mais se rappeler qu'est-ce qui se joue, pourquoi on entretient, comment ça se fait qu'il y a toujours une problématique répétitive. Alors on peut faire de la thérapie du type ça vient de mon père, ma mère, ça vient des ancêtres, ça vient de ceci. Et puis on peut aussi regarder à l'instant présent. J'ai quel gain à entretenir encore ça jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'objectivement, quand je suis héritier de quelque chose, si j'en ai pas envie, je refuse l'héritage. Alors intérieurement, si je suis héritier de quelque chose et que j'ai pu mettre le doigt dessus, qu'est-ce qui me fait encore l'entretenir? C'est que j'ai un gain à ça. Et quand je commence à voir ça, je commence à pouvoir apprendre à m'aimer. À me dire, tiens, le gars qui me va mieux, qui me donne une meilleure réponse. Et du coup, ça vient sortir du couple. Par exemple, pour les tenants du bien-être, développement personnel, spirituel, toute cette gamme, ce que j'ai retrouvé majoritairement, c'est vouloir changer, aider ou guérir, suivant l'optique de la personne, l'autre. Pourquoi on choisit un partenaire et on a déjà, avant même après le coup amoureux, bon, si on reste avec lui, il va falloir changer ça, soigner ça, faire ci, faire ça. Mais on aime qui alors là-dedans? Et donc du coup, ça va être ça, c'est de revenir à soi. Pourquoi je veux changer? Qu'est-ce qui me touche en ça et qui fait que j'assume en non-amour par rapport à ça? Qu'est-ce qui me blesse et qui fait que je ne suis pas dans une permission totale, relax, tranquille,
c'est ok, c'est bien. J'aime ça tel que c'est. C'est juste une zone où je suis en manque d'amour, de sérénité, de confiance. Et dans ces accompagnements individuels, de 10 jours en 10 jours, je vais conduire la personne, hop, reviens là, hop, reviens là, hop, jusqu'à qu'elle revienne toute seule. C'est bon Mathieu, je reviens tout seul, c'est plus j'ai plus besoin de toi, merci, ciao. C'est au suivant. C'est ça qui est important. C'est d'arrêter de... C'est comme pour la méditation, penser qu'on va être tranquille si on a le bon CD, la bonne musique, le bon tapis, la bonne posture. Sinon, nada, jamais. Si on n'a pas toutes les conditions pour réussir, on ne réussira pas. Mais si on n'a jamais les conditions pour réussir, on commence quand, on réussit quand. Oui, mais je ferai ça et je parle de méditation, mais n'importe, pensez à un projet que vous auriez voulu faire jusqu'à aujourd'hui, que vous n'avez jamais encore fait. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Et là, vous allez vous mettre des histoires. Il y a des histoires, il y a plein d'histoires qui vont se raconter. Oui, mais mon mari, oui, mais ma femme, oui, mais ceci, oui, mes enfants, oui, mes crédits, oui, mais ceci, oui, mais moi, ceci. Tout ça, c'est des histoires. Si on attend les bonnes conditions, regardez comme quand j'étais étudiant, j'allais à la fac de chez moi, à la fac à pied, et j'étais toujours émerveillé de voir quand il y avait une pâquerette qui poussait au milieu d'une route ou en troupe. Je me disais, mais comment la nature, elle arrive à... Elles étaient où les bonnes conditions là pour qu'elles poussent? Vous les avez vues, quand il y a une pâquerette là qui sort en plein milieu d'une ville, là, sur un trottoir où c'est tout pollué, au milieu des cacas de chiens et le goudron et l'essence, elle est où la bonne condition? La pâquerette, elle a attendu la bonne condition. Pourquoi nous on attend les bonnes conditions? C'est maintenant qu'on est présent, c'est maintenant qu'on est heureux, c'est maintenant qu'on vit. Alors la dernière fois, il y a quelqu'un qui dit, bon bah, puisque tu dis tout ça, pourquoi tu accompagnes des gens? Je dis, bah, parce que c'est facile à dire, mais si tout le monde le réalisait du premier coup, personne ne lirait tous ces livres, personne ne suivrait tous ces gens. C'est juste que quand il y en a un qui fait un pas de plus, on va dire, le borgne est roi au royaume des aveugles, c'est ça le proverbe, c'est-à-dire quand on fait un pas de plus, ben, on a envie de donner, de tendre la main à quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond, je ne suis pas une personne, on est tous. Donc plus on est de fous à être heureux, et plus le bonheur est intense, quoi. Plus, moi par exemple, il y a eu plein de gens qui sont passés dans ma vie, qui m'ont apporté. La dernière, de façon marquante, c'était Armel Six, mais il y en a plein aussi des plus ordinaires, des moins spectaculaires qui on dit le mot très au quotidien, mon épouse ou ma fille ou des amis, tac, qui vont faire juste des fois le regard, juste le truc qui vont raligner. Alors ben, du coup, le fait que j'ai consacré ma vie à pratiquer, à m'intéresser à toutes ces choses, eh bien, j'ai cette aisance à me dire, ah, et puis c'est toujours plus facile quand c'est pas soi. Moi, des fois, je dis je ne suis pas accompagnateur pour sauver les autres. C'est que combien de fois je rentre chez moi et je me fais alors qu'est-ce que je lui dis? Parce qu'il faudrait que je me l'applique. Et alors, je me l'écoute, même l'autre. Et je suis très content, j'arrive à m'auto-écouter maintenant. Donc, j'aime bien quand j'ai du monde, des fois, je dis des choses et puis après, je me le rappelle le soir et je me le réapplique. Parce que avant, je l'entendais, mais je ne me l'appliquais pas parce que je disais ça vient de moi. Il fallait que ça vienne de quelqu'un, d'une référence. Moi, je ne pouvais pas être ma référence. J'ai remarqué qu'en osant m'afficher, et encore que j'ai du mal à m'afficher, eh bien, j'ose m'être autoréférent de plus en plus. Au lieu d'aller écouter, je disais par exemple Armel, tu sais que j'ai dit, ah c'est bien ce qu'elle dit, ça m'a touché, mais de suite après j'écoute mes idées. Alors qu'avant j'aurais cherché à écouter que l'idée de l'autre,
rappliquer, alors acheter tous les livres, écouter tous les audios, machin, parce qu'il a dit une chose qui m'a touché. Et puis j'étais un guide pour ça, hein, c'est-à-dire, je me souviens par exemple, j'avais lu Jean-Yves Leloup, qui est un prêtre orthodoxe. Oh, ça m'a touché, j'avais lu tous les livres. C'est-à-dire, j'ai acheté et je cherchais s'il n'y avait pas un livre que j'avais pas lu de lui, au cas où, c'est jamais. Le livre, on lui fait que, ça fait que répéter ce que, si c'est pas des fautes d'un livre, mais c'est pas grave. Alors que c'est pas ça, on est déjà complet. L'autre, il est arrivé simplement parce qu'on n'a pas osé s'écouter. Mais une fois qu'on a entendu, on peut se le répéter tout seul. Et à sa manière. Si on n'arrive plus à s'entendre et qu'on est empêtré, oui, alors ne soyons pas non plus maso. Allons revoir un autre. Mais sinon, il y a un autre copain qui dit, oh, après, sinon, on finit par y aller juste pour le plaisir de partager, parce que entendre et écouter, c'est plus ça, c'est juste d'être dans le bain, en fait, ensemble. Partage. Dans le partage. C'est bien. Il y a des questions. Des partages. Moi, j'ai juste envie de dire que voilà, depuis le début, j'ai les mains qui sont assez vibrantes. Enfin, je sens que ça résonne, il y a vraiment des choses qui sont en interrésonance, j'ai envie de dire, avec ce que je vis. Bon, moi, je fais partie des gens qui osent mener leur vie, j'ai envie de dire, mais c'est bon quand même de l'entendre, d'être là, d'entendre cette résonance qui est là et d'entendre des choses qui, certaines sont pas nouvelles, d'autres, oui, tiens, dit comme ça, c'est intéressant. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une interaction qui se fait là, parce que même si je suis le dos au poil, j'ai vraiment quelque chose qui se passe là, une vibration, je pense, qui est là, qui réveille certaines petites étincelles, de dire tiens, c'est bon d'entendre les choses, même si inconsciemment on les a déjà à l'intérieur, mais là, ce moment-là de j'ai envie de dire témoignage, mais le témoignage de ta vie et de ton expérience, tout ça, je sens que ça résonne, c'est bon de l'entendre. Merci. Merci. Plus on ose sa vie, plus on ose ses envies. J'aime bien jouer sur le envie, ça nous met en vie. Plus le feu que nous sommes, c'est-à-dire, moi j'aime aussi comparer parfois la vie comme un feu, c'est-à-dire quelque chose de chaleureux, plus il bout en nous. Et le premier partage, il n'est pas avec les paroles, il est de présence à présence, de feu à feu, de oser à oser. Et du coup, ça vibre encore plus fort. Ça vibre encore plus fort quand on ose et qu'on croise d'autres personnes qui osent. Parce que le premier partage, il est dans le calme, il est silencieux. Et, les mots, c'est juste pour que notre mental se rappelle qu'il fait partie de la danse, qu'il n'est pas exclu, qu'on ne va pas lui taper dessus. C'est simplement, on est d'abord vivant avant d'être un être pensant. On est un être vivant avant d'être pensant. Pour ceux qui ont déjà été parents, eh bien, vous pouvez voir qu'un enfant, avant qu'il se mette à penser, ça se voit si on observe dans les yeux des enfants qu'au moment où ils commencent à penser, ils commencent à structurer ça après, ils commencent à dire des mots, ils signifient les choses. Il a vécu avant ça. La vie n'est pas arrivée après la pensée. Elle est arrivée avant. Alors il y a des gens il y a la théorie de la pensée crée tout.
Mais avant la pensée, il y a quelque chose. Il y a la vie, il y a l'existence. Parce que on est là pour en... Je veux dire, avant qu'on est là pour en témoigner, on est d'abord avec des corps et d'abord, par exemple, pour rencontrer Kobita, il a fallu d'abord que je la voie avant de la penser. Je l'ai vue, puis on s'est parlé. La première fois, on s'est dit, elle est bien cette maison d'à côté, et on ne savait pas qu'on allait se revoir. Ou Magali, que je connais bien aussi, qui, la première fois, on s'est juste vu, mais c'était la première connexion. Et ce vu, il est silencieux. D'ailleurs, ça me fait rire, je reviens sur les relations amoureuses, quand les gens ils disent « Ah oui, mais cette personne, c'est autre chose. » Mais d'abord, elle l'a vu physiquement. Avant toute première chose, elle l'a vu physiquement, avant de voir son âme, son étincelle et toutes les... Parce qu'on dit, on la voit physiquement. Et il se passe un truc, oui, dans le silence. Après, on se parle. Après, on se raconte nos histoires. Et si nos histoires se plaisent, on joue avec ces histoires. Mais le jour où l'histoire elle ne nous correspond plus, va-t-on oser arrêter cette histoire et passer à une autre histoire, ou se proposer ensemble de changer d'histoire, mais de ne pas cultiver une histoire qui étouffe l'un ou l'autre, et en général les deux en même temps si quelqu'un commence à être étouffé. Et attendre qu'on n'en peut plus pour dire il ne correspond plus et s'en aller. Ce sont des histoires qu'on se raconte. Et là, en ce moment, on se raconte une histoire tous ensemble. Je dirais qu'on vit d'abord, une histoire qu'on vit. Et cette vie, c'est pour ça que je reviens sur les vibrations des mains ou les vibrations que certains peuvent sentir, ou le calme, c'est la vie. C'est parce qu'on est profondément impersonnel. Et que l'autre jour, en démarrant en voiture, là, et en allant jusqu'au... Sauf, j'ai une phrase qui me passait comme ça. La plus profonde des intimités, elle est complètement impersonnelle. Elle n'a rien à voir avec l'individualité. Et parce que souvent on dit, ah non, ça c'est intime. En fait, c'est parce qu'on venait de me dire juste avant, ça je peux pas le dire, c'est intime. Mais pour moi, l'intimité, c'est vraiment impersonnel en fait. Parce que l'intimité, c'est cet espace précieux où on sent qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est intime. Parce que là, on a senti qu'on était au cœur de quelque chose. Et quand on a cette sensation, on est simplement profondément avec soi, tout simplement. Et ce soi-là, il est commun à tout le monde. Il est profondément impersonnel. Il n'appartient pas à un individu. Il s'est formé d'une façon spécifique, particulière, mais en fait, il émane de quelque chose d'imparticulier et d'impersonnel. Et pour revenir sur les relations amoureuses, comme j'en ai eu plein qui sont venus me raconter, si je peux témoigner qu'avant j'avais encore quelques croyances, qu'il y avait des petites choses personnelles qui étaient spécifiques à... Non. On est tous dans le même bateau, on se raconte les mêmes histoires, grosso modo. Il n'y a que juste les couleurs qui ne sont pas mises de la même manière. Mais même pour des histoires qui paraissent, ah non, mais là, c'est pas possible que quelqu'un d'autre... Si, c'est possible, je vous assure. Ah non, mais pas aussi pire. Si, aussi soit pire, c'est possible. Ou pas aussi bien, c'est pas possible. Si, c'est possible aussi. Heureusement d'ailleurs, pour le monde entier. Et pour toutes les autres histoires aussi. Moi j'ai une autre question que j'avais déjà posée à Amel. Mais c'est un truc... des fois je fais des ateliers avec des enfants, les fameux TAP là. Et en ce moment, c'est des ateliers où il n'y a pas d'enseignant, donc je suis toute seule en tant qu'intervenante. Et il y a peu d'enfants, c'est des enfants donc, très hyper turbulents, qui se tapent dessus, qui s'engueulent, qui se... Et moi, je ne peux pas rester calme là-dedans. Je me sens de suite en colère.
je ne peux pas mener mon atelier, j'ai l'impression que je suis payée à ne pas faire bien le travail, et je crois toujours que je dois avoir un résultat avec ça. Personne ne me demande rien, mais oui, j'ai fait un cours de théâtre, ou d'ombre chinoise, ou de clown, et ils ont envie de se taper dessus, et je ne sais pas quoi faire avec ça, parce que j'attends un résultat, je vois bien que j'attends un résultat, mais en même temps je me dis comment je peux les aider, est-ce que je dois carrément aller au bout, jouer un combat, on va faire un combat avec des super-héros, ou d'un autre côté je me dis non, je les garde au table et je vais faire des ombres chinoises comme ça, ils ne vont pas déborder. Là, c'est comme s'il y avait un débordement à gérer, comme mon débordement intérieur parfois, je ne sais pas, tu vois ce parallèle-là, avec des moments où je peux, moi à l'intérieur ça peut bouillir, et comme sont ces gamins en fait, voilà, je me dis bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et en même temps, il y a un côté de moi qui me dit bon, fais des ateliers à quelqu'un d'autre, débarrasse-toi de ça, là, ça vaut mieux. Il y a un côté de moi qui dit mais non, si tu vis ça, c'est quelque chose aussi à voir avec ça. Et bon voilà, je suis dans un truc avec ça où c'est pas fluide pour moi. J'ai la même problématique avec mes PMA. C'est quoi? Les PMA, c'est une formation pour des jeunes qui viennent voir qu'est-ce que c'est le métier d'animation. Et généralement, c'est le Pôle emploi qui les envoie. Ils sont sortis de l'école depuis peu, voire en échec scolaire. Ils sont dans un comportement scolaire, mais en même temps en rébellion complète de tout, perdu de tout. Et autant j'en ai vécu à Sayagusa, mais autant à la ville, c'est dur. Et je me suis posé la même question. Je quitte ou je reste? Comme je n'arrivais pas à avoir de réponse, moi, avec moi, en méditation, tout ça, je me suis dit, ok, je vais prendre ce que la vie m'amène. Si je dois quitter, je quitte. Si je ne dois pas quitter, je... Et là, une fille de la responsable. Heureusement que tu es là, c'est trop bien, on t'attend là, d'ailleurs j'ai 4 PMA de plus pour toi et je t'ai parlé de toi. Ok, bon, c'était pas la réponse que j'aurais préférée. Et j'arrive à très peu d'enthousiasme à un des ateliers. Et forcément, j'ai 35 minutes de route pour arriver en bas. Et je me disais tranquille. Mais je n'étais pas du tout tranquille. Mais là, c'était plus tranquille avec ma non-tranquillité. C'était je voulais imposer un tranquille et j'étais en conflit. Je me mentais à moi-même, comme je dis, bien que j'en étais conscient. Donc je savais à quoi m'attendre. Et il s'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais face à un public réfractaire complètement. Je savais que j'avais provoqué ça, donc j'ai avancé à l'aveugle. Et là, première pique, je ne sais plus ce qu'on m'a dit, très désagréable. Deuxième, encore plus désagréable. Troisième, profondément désagréable. J'arrivais. On fait une pause. Vous allez fumer une clope, on va boire un café, moi je vais me boire un café, vous revenez, on va la faire super court. Il y en a un qui se tait, hop, tu te tais ou tu sors. J'étais vraiment. Ok. J'ai fini ma séance exactement comme j'aurais pas souhaité le faire. Et je suis rentré chez moi et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis interdit tout le temps de vivre ce qui se vivait. Donc, la fois d'après, rebelote, ils reviennent, et là ils m'attendent pour me titiller un peu plus. Et là, je me suis autorisé. Qu'est-ce qui est venu? La colère. J'avais des papiers. Vous me faites chier! J'ai balancé, j'y suis allé, mais. Et quand j'étais enfin libéré, autre chose. Non, parce que moi, s'il faut, je suis payé, je peux venir m'asseoir, rien faire, je reçois ma paye, je repars. Mais j'étais excédé. Mais je vous le dis gentiment là, parce que je n'ai pas excédé, je ne vais pas monter, mais j'étais très en colère. La vie me proposait la colère. J'ai joué la colère. Moi, j'ai un truc avec la colère. Quand on commence à méditer depuis l'âge de 15 ans, on bâtit un truc du genre colère, jalousie, machin. C'est interdit chez moi. Je suis spirituel. Alors la colère, elle tape de partout. Et moi, je vous parle aujourd'hui, il faut se permettre aussi ça. Alors la colère, elle vient me dire, mais permets-moi aussi d'être là. Et je me suis permis. Et alors, une fois que j'ai eu exprimé tout mon truc, j'en avais la tête qui tournait parce que j'ai lâché. Vraiment, j'ai été
du violent dans ma posture, dans mon regard, et j'ai juste su que mes mots soient propres, mais ils étaient encore plus violents parce qu'ils étaient très propres. Ils étaient froids, sanglants, tranchants, etc. Donc j'ai fait la pause et j'ai dit bon, on va faire des jeux. On a joué, on a ri, ils ont fait des jeux et après on a pu revenir, il restait un quart d'heure, on a pu finir le cours. Parce que moi, en tout cas, l'expérience que j'en ai eue, c'est que je me suis dit, si je reste, je pense que la vie me donne. Il y a de la colère, je joue la colère. Je joue ce qu'elle m'offre. Et finalement, c'est moins terrible que ça n'en a l'air. Et c'est plus décapant parce que du coup, j'ai un groupe avec qui maintenant c'est très fluide. Celui-là, c'est très fluide. Ça, les pires qui étaient, ils sont partis d'eux-mêmes. Je sais pas. Ils ne pouvaient pas, donc ils ont claqué la porte. Et ceux qui étaient entre deux, et ça les a. Il y en a un par exemple qui était d'origine gitane et homosexuel et il n'avait pas osé l'avouer. Il en a parlé à sa famille, du coup maintenant il revient, il est bien dans sa peau, il écoute le cours. Il me dit, monsieur, avec son accent, je comprends pas tout, mais je fais un effort. Donc je pense qu'il faut vraiment jouer ce qui se propose. Et ne pas avoir vraiment dans ces cas-là confiance en la vie. Confiance que la colère n'ira pas forcément aussi loin qu'on se le croit, que nous on se l'imagine. Et elle est souvent beaucoup plus terrible quand elle est contenue en fait. Et du coup, comme elle est contenue, elle revient avec plus de force. Et les enfants là-dessus. Ils sont très doués. Il y a deux catégories de personnes qui sont très fortes pour envoyer les choses. C'est les enfants et les gens en rupture psychique. Soit rupture mentale, handicap mental, soit des ruptures sociales dans la vie qui ont fait. Parce que du coup, ils vivent très cardiaquement. Donc, bonheur renvoie bonheur, colère renvoie colère. Et pour moi, c'est un des entre adultes, mais tous en rupture sociale. Donc, du coup, c'est toujours du répondant du tac au tac, ping-pong, ping-pong. En plus, ils sont envoyés par le Pôle emploi, ils n'ont pas d'emploi, ils ont l'attention de ça, ils vont y arriver, ceci. Ne pas oser, du moins oser ça, quoi. Oser la colère. C'est dans un cas, voilà. Après, qu'importe la forme. Juste pour rebondir là-dessus, la colère, je l'ai osé dans ce cadre-là, hein. Enfin, parce que je me suis mis hors de moi avec eux, enfin, ça m'est arrivé. Et du coup, pendant un quart d'heure ou 10 minutes, ça redevient possible de faire un atelier. mais ça reproche, j'expérimente ça depuis des mois, parce que c'est comme ça, depuis quelques mois, que je peux me mettre en colère et vraiment y aller, à jouer le rôle de la colère, parce qu'elle déborde, quoi. Et après, c'est calme 10 minutes, après, ils se refoutent sur la gueule, parce qu'ils se tapent, machin, ils s'envoient des crayons, ce que tu veux, entre deux. Et après, ils me disent, mais madame, soyez plus sévère, mettez-vous plus en colère, c'est pas normal. Voilà, ils me disent ça. Et du coup, je me remets en colère une fois, mais ça, pour moi, ce que j'aimerais faire dans l'atelier, j'arrive pas au bout de ce que j'ai envie qu'ils vivent, qu'ils découvrent d'eux-mêmes, etc. Donc en fait, c'est moi qui suis frustrée. Et certains, je vois qu'ils sont frustrés aussi, parce qu'il y en a qui ont envie de faire du théâtre vraiment, et qui sont en demande pendant que les autres, ils sont juste blasés, ils disent c'est nul, madame, c'est nul le théâtre. Donc, j'ai ces deux côtés, quoi. Là, c'est comme si je joue avec des enfants qui ont envie, d'autres qui n'ont pas envie, et moi je me sens entre les deux un peu déchirée, quoi, parce que j'ai envie de nourrir cette envie chez certains, et les autres qui n'ont vraiment pas envie, j'ai envie de leur foutre des baffes, quoi. C'est juste ça que j'ai envie, quoi, à un moment donné. Donc c'est un peu un vrai tiraillement, quoi. Et en plus, j'en ai que 12, quoi. À 12, c'est un petit groupe en plus, quoi. Bon, peut-être que cette colère n'est pas jouée jusqu'au bout, que t'attends encore trop. J'attends trop. Ouais, que t'attends trop. T'attends trop déjà de quelque chose, et en plus t'attends trop avant d'être en colère. En colère, je vois. Avant qu'il rentre, je suis déjà en colère. Qui sait? En fait, ce que je vois, c'est que tout le monde est comme ça là-bas. Tout le monde se retient. Tous les gens là, ils sont là, ils n'en peuvent plus, quoi, dans l'étape là. C'est à 3h30. Ils sont là.
tout se déborde. En fait, la colère, elle est déjà là quand j'arrive. En fait, c'est comme Ouais. si, tu vois, il y a un truc comme ça, peut-être que. C'est... Moi je pense comme ça me donne des... Mais alors c'est très spécifique et ça me donne des idées parce que je suis dans ce milieu professionnel et que du coup j'ai des trucs qui viennent, mais jouer à ce qu'on j'appelle les gargouilles, c'est-à-dire jouer comme on ferait le clown, on va jouer la colère et on va la jouer et tous les jours c'est la règle, on arrive, les premières étapes ça va être de jouer la colère avec soi, avec cette règle de on ne sait pas vers l'autre, c'est je suis là et puis y aller blablabla jusqu'à qu'ils investissent corporellement complètement leur colère et qu'elle se décharge jusqu'au bout, de la faire exploser en fait. C'est juste que dans le cadre scolaire, ça peut me faire un peu. Enfin, voilà, je leur dis attention, ça va gueuler aujourd'hui. Hein. Voilà, les prévenir quoi. Alors, juste... De toute façon, ça gueule à un moment donné. Alors, si ça gueulait les 5 premières minutes ou les 10 premières minutes, ils savent tout le monde que plutôt que ça gueule pas, pip, ça gueule. Ça gueule pas, pip, ça gueule. Autant que ça gueule pendant un quart d'heure et puis c'est officiel. Ils le découvrent au bout d'un moment, ils savent que dans l'atelier, il y a une gueule. Mais après, presque ils viendront te demander qu'est-ce que tu leur fais parce qu'après c'est calme. Justement, doser, ouais. Parce que de toute façon, le débordement il aura lieu. Autant faire péter le bouchon d'emblée. Hein. C'est clair. Et ça va peut-être pas se résoudre en. C'est les enfants. Non, c'est l'étape, ils sont en fin de journée, ils sont crevés, ils sont exposés. Ils ont été retenus par l'institut toute la journée, parce que là, dans la journée, c'est. Et le soir, bah, nous, on n'est pas des instituts, quoi. Donc, on n'a pas le côté du statut d'institut. Comme les gamins qui ont été tenus à l'école pendant toute la journée, qui rentrent à la maison et qui vous fichent. Moi, j'avais deux fils, ils ont été tenus et quand ils rentraient à la maison, ils se défoulaient sur moi. Mais bon, vous savez. Un enfant, elle n'est pas faite pour être contenue dans une Non, ils se défoulaient. Et là, c'est pareil, ils se défoulent. Normal. Ce qu'on a fait avec Osho, c'est des méditations actives. Hein? Ce que quand tu parles de vraiment entrer dans la colère ou il y a une méditation que je fais qui était une semaine de pleurer, une semaine de rire et une semaine de silence. Ça a été long. 3 semaines de méditation. Mais c'est aussi dans un jour, on fait, c'est la même chose, soit 15 minutes ou demi-heure ou 1 heure d'une émotion, quand tout le monde force eux-mêmes. Tu sais, même si tu n'es pas en colère, même si tu ne peux pas crier ou quoi, tu te forces et il y a un peu de musique ou quelque chose pour aider. De force que tu exprimes ce truc parce qu'il y a. Et forcément, il y a cette énergie dedans, et ça exprime. Et après, il y a la distance. Il y a aussi que c'est, comment dire, libéré, déjà l'énergie de toi. Et qu'il y a une distance entre toi et après, tu es plus calme, hein, l'énergie est dégagée. Et il y a une distance entre toi et là. Ce qui exprime. Et c'est aussi possible juste 15 minutes de ça, on bloque de ça, que tout le monde entre dedans. Et quand tout le monde entre, c'est vraiment, tu sais, ça envoie. C'est clair, et après le silence, c'est ça qui pose, c'est ça qui est profondeur de l'observation, la distance, le désengagement, comment dire, de ne pas être attaché avec ses émotions. Ça peut être là sans identifier avec. Et c'est ça le but de... Et c'est une permission aussi énorme qu'on donne aux enfants parce que dans cette idée que tout est ok, de pouvoir jouer la colère, ça rend la colère ok. Et ça donne une autre nouvelle porte de sortie. Et parce que quand tout est ok, c'est tout est ok dans le sens où, comme la totalité de la vie se joue en nous, si tout d'un coup c'est la colère qui doit se vivre et qu'on la réfrène, ça fait barrage et c'est très douloureux. Si on la fait sortir,
Tu étais là quand j'avais proposé l'atelier gargouille? La première fois que je l'ai fait, je vais vous dire ce qui s'est passé pour moi. J'ai senti une énergie qui s'est dégagée dans la colonne vertébrale tout de suite après. Je vais proposer dans le mois qui suit, là, je vais programmer, j'ai peut-être avoir besoin de ta salle, si elle est vide d'ailleurs, du coup. Programmer un atelier gargouille, justement, la présence et la colère. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose là, on est bien, c'est calme. Mais quand on est en colère, on fait comment? Je vais proposer une journée sur la colère, la tristesse, les émotions qui justement, qu'on croit qu'il faut lutter avec elles, alors que c'est aussi ok que le calme, la joie. C'est facile d'être joyeux et encore. Et encore. On ne se permet pas d'être pleinement joyeux. Je vois là de ce côté, ça fait tout. Mais. Pardon, excuse-moi. Vas-y, mais en fait, ce qui me dérange profondément, en fait, c'est pas de les faire hurler et tout ça. Si c'était dans la salle Gira, ça ne me poserait pas de problème. Mais c'est dans l'école. Et pour moi, l'école, ça représente l'autorité que j'ai toujours fui, que j'ai toujours eu peur de l'école, que j'ai toujours chialé pour aller à l'école quand j'étais petite. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que je ne m'autorise pas finalement à faire pleinement ce que je ressens sur le moment dans le cadre scolaire. C'est dans le cadre scolaire. Elle a trouvé. Non, mais c'est dans les locaux, tu vois, si je vois un enseignant qui passe. Faudrait aller ailleurs. Oui, c'est mon blocage, Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est les outils, je les ai, tous Oui. les outils, je peux les utiliser. Eh ben, vas-y. Mais je ne m'autorise pas parce que j'ai peur qu'une petite traverse, mais c'est qui cette folle qui Oui. fait ça, c'est la compagnie Silo, c'est moi. Bah, tu vois, je me fais un Non, film. mais justement, tu as de la chance, c'est la prof de théâtre. Ouais. Et oui, oui, c'est bien, la prof de c'est ça. théâtre, elle a des outils, elle, au moins pour les trucs, parce que les enseignantes, elles sont tout aussi démunies face à ça. Et donc, justement, tu as la bonne étiquette, et la prof de théâtre, tu leur fais jouer la colère, tu les préviens, tu dis voilà, j'ai choisi de. Tu diras, ne vous effrayez pas, j'ai décidé de jouer la colère parce qu'il y a trop de tension quand ils arrivent. Donc ne vous effrayez pas du bruit, que ce soit la cri, les pleurs, la colère, les émotions. Quoi. Et elles vont être contentes, elles vont dire ah ouais, parce que nous on les récupère en classe, elles vont toutes te lâcher leurs soucis. Et on a la chance d'être Rasco, justement. Et c'est génial aussi pour moi parce que d'autoriser à vivre ça dans un cadre où moi je me suis toujours interdit ça, faire passer comme personne ne me verra là dans l'école. Ouais, donc voilà, on est toujours dans. C'est quand le beau moment de s'autoriser, c'est maintenant. Qu'importe soit le cadre SCO ou la perquerette au milieu du goudron, qu'importe qu'on soit secrétaire médical ou qu'on soit artiste peintre, tous dans notre façon, ou masseuse, ou il y a des endroits où on est en expansion, il y a des endroits où on se fiche dans des cadres. Et il n'y a aucune raison de se ficher dans ces cadres. Dès qu'on sent que ça commence, c'est que c'est plus juste ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, on est arrivé